Versailles, France, mars 2005, chez la famille Marchand. La soirée s'annonçait ordinaire jusqu'à ce que l'impensable se produise. Elna, 6 ans à peine, se réveilla en pleine nuit vers 3 heures du matin, en poussant des cris terrifiants. Mais ce n'était pas un simple cauchemar d'enfant. Je suis morte dans l'incendie de 1952, maman. Ces mots glacèrent le sang de Claire Marchand. Sa fille n'avait jamais parlé de mort, encore moins d'un incendie. Elna était une fillette joyeuse, qui passait ses journées à jouer avec ses poupées et à regarder des dessins animés. Mais cette nuit-là, tout changea. Je m'appelais Marguerite Lefebvre. J'avais 34 ans quand je suis morte. Brûlée dans notre maison, rue du Chêne. La précision de ces paroles, pour un enfant de 6 ans, était troublante. Claire et Adria, son mari, restèrent figés. Comment une petite fille pouvait-elle inventer des détails aussi précis? Un nom complet, un âge, une adresse, une cause de mort. Claire tenta de la calmer, convaincue qu'il ne s'agissait que d'un rêve trop réaliste. Mais elle insista. Ce n'était pas un rêve, maman. Je me souviens de tout. Dans les semaines qui suivirent, la famille Marchand fut dépassée. Elna se mit à raconter d'autres souvenirs de cette vie passée. Un mari nommé Théo, des tartes aux pommes préparées chaque dimanche, un chien appelé Bruno, mort 1 an avant l'incendie. Des détails qu'aucun enfant de son âge n'aurait pu inventer. Des souvenirs d'une époque survenue plus d'un demi-siècle avant sa naissance, et pourtant, le plus bouleversant restait à venir, ce que ses parents allaient découvrir ébranlerait toute leur certitude sur la vie, la mort et la réincarnation. L'affaire Marchand deviendrait l'un des cas de réincarnation les plus documentés de France. Un dossier qui, encore aujourd'hui, interroge la science. Les jours suivants, la maison Marchand sombra dans une atmosphère d'angoisse. Elna parlait de Marguerite Lefebvre, comme si elle avait réellement vécu cette autre existence, au petit déjeuner. Elle refusait ses céréales habituelles. Marguerite ne mangeait pas ça. Elle prenait du porri, avec du miel et de la cannelle. Adrien pensa d'abord qu'elle avait vu quelque chose à la télévision, mais après vérification, rien dans les programmes ni dans les livres qu'elle lisait ne pouvait expliquer un tel niveau de détail. Théo m'apportait des fleurs jaunes chaque vendredi, dit-elle un matin. En jouant avec ses poupées, il les mettait dans le vase bleu de la cuisine, celui qui avait une petite fissure sur le bord. Les descriptions étaient d'une exactitude troublante. Elna décrivait la maison de la rue du Chêne comme si elle y avait réellement vécu. Des carreaux blancs ornés de petites fleurs bleues dans la cuisine, un plancher qui grinçait près de la fenêtre, et 3 marches cassées dans la cave que Théo n'avait jamais réparées. Mais un matin d'avril, tout bascula. Alors qu'elle dessinait, Elna se mit soudain à pleurer, submergée par l'émotion. Le feu a commencé dans la cuisine. Je faisais du pain. La porte était coincée, je ne pouvais pas sortir. J'ai crié le nom de Théo, mais il n'était pas là. Claire, bouleversée, prit la vieille caméra familiale et enregistra la scène, sur la vidéo. Elna racontait sa mort avec une douleur si authentique qu'aucun jeu d'enfant ne pouvait expliquer. Ses larmes semblaient celles d'un âme vivant un véritable traumatisme. Les parents décidèrent alors de consulter leur médecin, le docteur Camille Bernard. Celui-ci resta stupéfait. En 20 ans de pratique, je n'ai jamais rien vu de tel, avoua-t-il. Ce n'était ni un trouble psychologique classique, ni le fruit d'une imagination enfantine. C'était le début d'une enquête qui allait bouleverser leur vie. Mais 2005, les Marchands prirent une décision radicale, emmener Elna aux archives municipales de Versailles, pour vérifier si une certaine Marguerite Lefebvre avait réellement existé. S'ils ne trouvaient rien, ils pourraient enfin tourner la page. Mais ce qu'ils allaient découvrir dépasserait tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais si tout cela était vrai, cette simple possibilité glaçait les Marchands d'effroi. Je veux voir les documents de l'époque où je suis morte, déclara Elna, d'une voix étrangement calme, en marchant vers le bâtiment administratif. Un frisson parcourut Claire Marchand. Quel enfant de 6 ans peut parler ainsi, pensa-t-elle. À l'accueil, une femme de 58 ans. Madeleine Girard les reçut avec son professionnalisme habituel. Quelle année recherchez-vous? Demanda-t-elle. 1952. Répondit Adrien Marchand. Nous cherchons des informations sur une femme nommée Marguerite Lefebvre, morte dans un incendie. Ce qui suivit. Madeleine Girard ne l'oublierait jamais. Elna s'approcha du comptoir et parla avec une assurance déconcertante. Mon nom de jeune fille était Thibault. J'habitais au 247 rue du Chêne. Je suis morte le 15 octobre 1952. Le visage de Madeleine se décolora instantanément. En 30 ans de service aux archives, jamais elle n'avait vu un enfant donner des détails aussi précis. Les mains tremblantes, elle commença à chercher les dossiers de l'année 1952. Un silence lourd envahit la pièce. Lorsqu'elle trouva enfin le registre, plus personne n'osa parler. Noir sur blanc, il était écrit « Marguerite Thibault Lefebvre, 34 ans, décédée le 15 octobre 1952 dans l'incendie de sa maison, au 247 rue du Chêne. »
Chaque mot correspondait exactement à ce qu'Elna avait raconté. C'est mon acte de décès, dit-elle simplement en pointant du doigt le papier jauni. Regarde, maman, le nom de Théo est là, comme Marie. Madeleine dut s'asseoir. En 30 ans de carrière, jamais elle n'avait assisté à une chose pareille. C'était impossible, l'enfant ne pouvait pas connaître ces informations. Les fichiers d'un 952 n'étaient pas numérisés. Introuvables sur Internet. Claire et Adrien échangèrent un regard d'effroi. Leur fille venait, sous les yeux d'une employée de l'État, de confirmer des faits vérifiables concernant une femme morte 53 ans plus tôt. Mais ce qu'ils allaient découvrir rue du Chêne allait les laisser sans voix. Juin 2005, la famille Marchand ne dormait plus. Depuis des semaines, elle la semblait habiter, errant dans la maison comme une âme en peine. « Je dois rentrer à la maison », répétait-elle sans cesse. « Je veux savoir si Théo va bien. » Son obsession pour la rue du Chêne devenait insupportable. Elle ne jouait plus, ne regardait plus ses dessins animés préférés. Elle restait des heures, le regard perdu par la fenêtre orientée à l'aile vers Versailles. « Ma maison est là-bas », murmurait-elle avec une exactitude géographique troublante. Alors, Claire prit la décision la plus difficile de sa vie. « Nous irons. Il faut savoir la vérité. » Le trajet de 200 km jusqu'à Versailles leur parut interminable. Sur la banquette arrière, Elna restait silencieuse, mais pour la première fois depuis des semaines. Elle semblait apaisée. À mesure qu'ils approchaient de la ville, un phénomène stupéfiant se produisit. Elna, qui n'était jamais venue à Versailles, se mit à leur indiquer la route avec une précision chirurgicale. « Tourne à gauche au feu. Continue tout droit sur 3 rues. La boulangerie du Ray est au coin. » Ses parents, pétrifiés, obéirent à chacune de ses instructions, incapables de comprendre ce qu'ils vivaient. Elna guidait ses parents à travers des rues qu'elle n'avait jamais vues, comme si elle y avait vécu toute sa vie. Là, c'est la pharmacie où Théo achetait mes médicaments et là-bas, l'église où nous nous sommes mariés en 1948, dit-elle en désignant la fenêtre. Lorsqu'ils atteignirent enfin la rue du Chêne, Elna descendit de la voiture et s'agenouilla sur le trottoir, les larmes aux yeux. Elle toucha les pierres froides du bout des doigts et murmura « Je suis chez moi. Enfin, je suis chez moi ». Les voisins, intrigués par la scène, s'approchèrent. Une petite fille inconnue pleurait devant un terrain vide, comme si elle retrouvait sa maison après des décennies d'absence. L'émotion était si authentique que plusieurs adultes ne purent retenir leurs larmes. Mais ce qui allait se produire sur cette parcelle de la rue du Chêne deviendrait leur découverte là plus bouleversante, car la maison du 247 n'existait plus. À sa place, il ne restait qu'un terrain vague envahi d'herbes folles et de débris. Pourtant, Elna s'avança sans hésiter vers un point précis. Ici, c'était la cuisine, et là-bas, notre chambre. Un silence pesant s'installa. La fillette décrivit alors la maison avec une exactitude impossible à expliquer. La porte d'entrée était bleu nuit avec un heurtoir en forme de lion. À l'intérieur, sur le mur de gauche, il y avait un miroir rond. Théo se coiffait toujours devant avant de partir au travail. Une vieille dame s'approcha lentement. Elle s'appelait Denise Caron, 82 ans. Ancienne voisine de la famille Lefebvre. Entendant le brouhaha dehors, elle était sortie par curiosité et resta figée. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Cette petite décrit la maison de Marguerite dans les moindres détails. Et là, poursuivit, comme une guide racontant sa propre vie, dans la cuisine, il y avait une table ronde en bois avec 4 chaises. L'une d'elles avait un pied plus court. Alors Théo avait glissé un morceau de carton dessous. Le réfrigérateur était blanc. Il faisait toujours un bourdonnement la nuit. Denise Caron, bouleversée, s'approcha d'elle. « Mon enfant, comment peux-tu savoir tout ça? J'habitais ici en 1952. Je connaissais Marguerite Lefebvre, et tout ce que tu dis est vrai. » Mais elle n'en avait pas fini. Elle se dirigea vers l'arrière du terrain et montra un point précis du sol. Ici, c'était notre chambre. Sous le côté droit du lit, Théo cachait une boîte en métal. Dedans, il y avait nos lettres d'amour et la bague de fiançailles de sa grand-mère. Les yeux de Denise s'embuèrent. Personne ne savait ça. Marguerite me l'avait confié un jour là. Boîte n'a jamais été retrouvée après l'incendie. Claire et Adrien Marchand filmaient toute la scène. Sur les images, on voit une fillette de 6 ans décrire avec précision une maison détruite 53 ans. Plus tôt, une témoin oculaire confirmait chacun de ces mots. Mais les révélations les plus troublantes restaient encore à venir. Juillet 2005, depuis leur voyage à Versailles, le comportement d'Elna était devenu de plus en plus inquiétant. Chaque nuit, à exactement 3 heures du matin, elle se réveillait et semblait parler à quelqu'un dans sa chambre. Ses parents, terrifiés, décidèrent d'y installer une caméra vidéo pour comprendre ce qui se passait. Les enregistrements défiaient toute explication rationnelle. On y voyait Elna assise sur son lit, parlant à voix basse avec une personne invisible formant des phrases complètes, comme si une véritable conversation avait lieu. Mais ce n'étaient pas les conversations.
imaginaire d'un enfant jouant avec un ami invisible. Ces paroles portaient la gravité et la douleur d'une âme adulte. « Théo, est-ce que tu penses encore à moi ?» murmurait Elna dans l'obscurité. « Je suis tellement désolé de t'avoir laissé seul. » Quand la porte s'est coincée, je n'ai rien pu faire. Sa voix tremblait. Ce n'était pas une enfant qui récite, c'était elle. Écho d'une culpabilité vieille de plusieurs décennies. Claire et Adrien Marchand regardèrent les enregistrements encore et encore. Chaque visionnage les glaçait davantage. Leur fille parlait de son mariage avec une précision impossible pour son âge. Tu te souviens? On avait décidé de ne pas avoir d'enfant. Parce qu'on pensait ne pas avoir assez d'argent. Je le regrette tellement, mais le moment le plus terrifiant eut lieu le 15 juillet 2005. Alors qu'elle parlait, Ella s'interrompit soudain, pencha la tête. Comme si elle écoutait quelqu'un puis sourit doucement. Oui, Théo, moi aussi je t'aime. Je t'aimerai toujours, à cet instant précis. Le micro capta quelque chose d'inattendu. Une deuxième voix, à peine audible, chuchota « Marguerite, mon amour », lorsque Claire entendit l'enregistrement. Elle faillit s'évanouir. Il y avait une autre voix, dit-elle d'une voix tremblante à son mari. Quelqu'un d'autre lui a répondu. Le couple fit analyser la cassette par un expert en acoustique. Le résultat fut sans appel. Il y avait bien deux voix distinctes. L'une appartenait à Elna, l'autre à un homme d'âge mûr parla avec un accent français des années 1940. Les échanges nocturnes se multiplièrent, de plus en plus intimes. Elna évoquait la vie de Marguerite et Théo Lefebvre, leurs projets, leurs regrets, leur amour brisé par la mort. Mais un soir d'août 2005, tout prit une tournure encore plus troublante. Cette nuit-là, Elna ferma les yeux et parla d'une voix différente, plus grave, presque en transe. Les bijoux de ta grand-mère sont enterrés du côté du grand chêne, à exactement 2 mètres, à 80 centimètres de profondeur. Ses parents échangèrent un regard incrédule. Quel bijoux? Quel chêne? Demanda Adrien. Jamais Elna n'avait évoqué quoi que ce soit d'enfoui. Pourtant, elle poursuivit avec une précision glaçante. Théo les a enterrés 3 jours avant l'incendie. Il craignait qu'on les lui vole. Ils sont dans une boîte à thé bleue en métal. Le lendemain, la famille retourna rue du Chêne. Elna marcha droit vers l'ancien jardin. Là où se dressait autrefois un vieux chêne centenaire, elle posa sa main sur le tronc. C'est ici, dit-elle, à 2 mètres, juste là. Leur voisine âgée, Denise Caron, s'approcha à son tour. Marguerite parlait souvent des bijoux de la grand-mère de Théo. Se souvint-elle? Des pièces de famille très précieuses après l'incendie. Personne ne les a jamais retrouvées. Théo refusait d'en parler. Adrien Marchand, encore sceptique mais désormais désespéré de comprendre, prit une pelle et un mètre ruban. Il mesura précisément 2 mètres à l'aide du tronc, comme l'avait indiqué Elna, à environ 80 centimètres de profondeur. La pelle heurta quelque chose de métallique. Un son clair, bref, résonna dans le silence. Adrien se figea. Claire porta la main à sa bouche. Elna, elle, souriait doucement. Un silence absolu tomba sur le jardin. Adrien retira lentement une boîte à thé, en métal bleu délavé, rongé par des décennies sous terre. À l'intérieur, exactement comme Elna l'avait décrit, un collier de perles, 2 bagues serties de diamants et une broche en or gravée des lettres Monsieur L. A. Denise Caron chancela et s'assit lourdement sur une chaise de jardin. Ses mains tremblaient. Mon Dieu, ce sont les bijoux de Marguerite. Je me souviens de ce collier. Elle le portait à l'église. Le dimanche avant l'incendie, Elna prit le collier dans ses petites mains, le caressa doucement, puis le passa autour de son cou comme si elle retrouvait un objet familier perdu depuis toujours. Théo disait toujours que les perles rendaient mes yeux encore plus bleus, murmura-t-elle. À cet instant, les feuilles du grand chêne frémirent dans le vent, comme si, quelque part, l'esprit de Théo Lefebvre répondait à son amour retrouvé. La scène entière fut filmée. Sur la vidéo, la preuve indéniable, une fillette de 6 ans venait de retrouver, à l'endroit exact, un trésor enfoui depuis 53 ans. Mais la rencontre la plus bouleversante restait à venir. Septembre 2005, depuis des jours, Denise Caron passait des coups de fil. « Il faut que je retrouve Théo Lefebvre », dit-elle à Claire Marchand, « s'il est encore en vie. Il doit savoir, il mérite la vérité. » Une semaine plus tard, elle réussit. Théo Lefebvre vivait dans une maison de retraite à Annecy, âgé de 89 ans. Il n'avait jamais refait sa vie après la mort tragique de Marguerite en 1952, pendant plus d'un demi-siècle. Il avait porté seul le poids du chagrin. Quand Denise lui expliqua la situation au téléphone, il crut d'abord à une plaisanterie cruelle. « Marguerite est morte il y a 53 ans, répondit-il d'une voix tremblante. Je l'ai vue brûler sous mes yeux. Ne me faites pas ça. » Mais Denise insista. « Théo, cette petite fille sait des choses que personne d'autre ne peut connaître, des détails que Marguerite m'avait confiés et que je n'ai jamais racontés à personne. Alors,
Claire et Adrien Marchand prirent la route, 300 km jusqu'à Annecy. Tout le trajet, Elna resta agitée, répétant sans cesse « Comment est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il est encore aussi beau qu'avant ?» À leur arrivée à la maison de retraite, Elna balaya la salle du regard, parmi les pensionnaires. Elle le reconnut immédiatement, sans hésiter. Elle courut vers lui et se jeta dans ses bras. « Mon amour, tu ne peux pas imaginer combien tu m'as manqué. Je suis désolé de t'avoir laissé seul. » L'homme, bouleversé, se mit à trembler. Depuis plus de 50 ans, il n'avait pas prononcé le nom de Marguerite sans ressentir de douleur. Elna s'assit à côté d'eux, lui, et commença à évoquer des souvenirs que seuls eux deux pouvaient connaître. « Tu te souviens d'eux ? Notre premier rendez-vous, tu m'avais emmené voir Chantons sous la pluie. On avait partagé un paquet de pop-corn et tu avais renversé la limonade sur ma robe jaune. » Les yeux de Théo s'embuèrent. Personne ne sait ça. Personne à part Marguerite. Elna sourit doucement. Et quand tu m'as demandé en mariage, c'était au bord du lac de Saint-Hubert. Tu disais que tu n'avais pas les moyens d'acheter une belle bague, mais que ton amour durerait toujours. Théo prit les petites mains d'Elna dans les siennes. Ridée et tremblante, « Marguerite, est-ce vraiment toi ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Elna acquiesça, se pencha à son oreille et lui murmura quelques mots que personne d'autre n'entendit. Alors, Théo Lefebvre éclata en sanglots, des larmes qu'il retenait depuis 53 ans. Claire et Adrien Marchand n'apprirent jamais ce qu'Elna avait murmuré à Théo. Mais il était clair que ces mots étaient profondément personnels, intimes, impossibles à inventer. L'homme âgé était désormais complètement convaincu. La rencontre dura 3 heures. Théo Lefebvre montra des photos de leur vie avec Marguerite. Elna les reconnut toutes comme si elles avaient été prises la veille, et en décrivait chaque détail. Le lien émotionnel entre eux était si puissant que tout artifice était impensable. Mais la découverte la plus extraordinaire les attendait encore, les archives perdues. Octobre 2005, la rencontre avec Théo ouvrit la porte à une nouvelle enquête. L'homme se souvenait que, après l'incendie, des pompiers avaient récupéré certains objets dans les décombres. Ils avaient été entreposés au sous-sol de la caserne des pompiers de Versailles. « Je n'ai jamais eu le courage d'y aller », confessa-t-il. La douleur était trop grande. Claire et Adrien contactèrent la caserne. Le capitaine Henri Morel confirma. « Oui, nous avons encore des boîtes provenant d'anciens incendies. Normalement, elles sont détruites après 20 ans. Mais celles-ci n'ont jamais été traitées. » Ils trouvèrent une boîte étiquetée « Lefebvre rue du CM 7 octobre 1952 » à l'intérieur, des objets partiellement brûlés mais encore lisibles, des photos calcinées, des documents, et surtout une collection de lettres d'amour échangées par Marguerite et Théo durant leur fiançailles. Elna s'approcha des lettres avec une familiarité troublante, sans même ouvrir les enveloppes. Elle commença à lire la première lettre mot pour mot. « Cher Théo, chaque jour sans toi me paraît une éternité. Dans tes bras, j'ai l'impression que le monde a un sens. » Claire, les mains tremblantes, ouvrit la lettre et continua silencieusement la lecture. Elna, à voix haute, répétait exactement les mêmes mots. Le capitaine Morel, témoin de la scène, pâlit. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Ces lettres ont été scellées pendant 53 ans. » Elna lut ensuite la deuxième lettre, puis la troisième, chacune reproduite à l'identique avant même d'être ouverte. Mais le moment le plus bouleversant survint lorsqu'ils trouvèrent le journal personnel de Marguerite, petit, partiellement brûlé, mais encore lisible. La dernière page était datée du 14 octobre 1952. La veille de l'incendie, Marguerite y écrivait « J'ai un sentiment étrange comme si quelque chose allait arriver. Mais si quelque chose m'arrive, je veux que Théo sache que mon amour le dépasse. S'il existe une vie après la mort, je trouverai un moyen de revenir vers lui. » Elle prit le journal et lut ces lignes à haute voix, comme si elle les avait écrites de sa propre main. Les larmes qui coulaient sur son visage de petite fille n'étaient pas celles d'un enfant, mais celles d'une femme adulte tenant une promesse venue de l'au-delà. Le capitaine Morel filma toute la scène comme preuve officielle. Les documents furent ensuite examinés par des experts en papier et en encre qui confirmèrent leur authenticité. Ils dataient bien d'un 952. Elna connaissait le contenu d'une correspondance restée scellée pendant plus d'un demi-siècle, avec une exactitude parfaite. La promesse de Marguerite Lefebvre « Je reviendrai à ses têtes », réalisée de la manière la plus extraordinaire. Novembre 2005. Le cas d'Elna Marchand attira l'attention du Dr Jacques Perrin, directeur du département des études de la conscience à l'université de la Sorbonne. Ce département était le seul programme académique en France à étudier scientifiquement la réincarnation. Avec plus de 40 ans de carrière et l'examen de plus de 3000 cas, le Dr Perrin déclara « Ce cas contient tous les éléments que nous recherchons dans une enquête rigoureuse, vérification, documentaire, témoignages multiples, prédictions accomplies et preuves matérielles récupérées. C'est exceptionnel. » L'université de la
Sorbonne lança alors une étude officielle de 18 mois. Elna fut soumise à des tests psychologiques approfondis, des entretiens filmés et des sessions de vérification des données. Sur 127 déclarations précises faites par Elna sur la vie de Marguerite Lefebvre, 119 furent confirmés historiquement par les archives officielles. Les témoignages et les preuves matérielles. Théo Lefebvre passa ses dernières années dans l'espoir de retrouver sa femme, puis mourut paisiblement en janvier 2007. Ses derniers mots furent « Merci d'être revenu vers moi, Marguerite, on se retrouvera de l'autre côté », fait étonnant après la mort de Théo. Les souvenirs d'Elna concernant sa vie en tant que Marguerite commencèrent à s'estomper. À l'âge de 8 ans, ils avaient presque totalement disparu. « Je ne me souviens plus de grand-chose », dit-elle à sa mère, mais je sais que j'étais heureuse avec Théo. Le cas Lefebvre-Marchand est désormais reconnu comme le plus complet cas de réincarnation documenté. Dans l'histoire académique française, les archives de la Sorbonne conservent plus de 40 heures de vidéos, 200 pages de témoignages et de nombreuses preuves matérielles. Accessibles aux chercheurs futurs, le docteur Perrin conclut « Si la réincarnation est réelle, ce cas est la preuve la plus solide que nous ayons. Si elle ne l'est pas, alors nous avons été témoins d'un phénomène psychologique documenté exceptionnel dans elle. Histoire de l'humanité. Aujourd'hui, Elna Marchand mène une vie normale en Île-de-France. Parfois, elle rend visite à la tombe de Marguerite et y dépose des tulipes jaunes, ses fleurs préférées. Je ne sais pas pourquoi, dit-elle, mais je sens que je dois le faire. Le dossier reste ouvert dans les archives du département des études de la conscience à la Sorbonne. Il continue de défier les croyances traditionnelles sur la nature de la conscience, la mort et la possibilité que le véritable amour dépasse les limites de la mortalité. Peut-être que certains mystères n'ont jamais été destinés à être totalement compris par la science.